Quand vous parlez du dialogue national, nous connaissons, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie dans ce pays. Nous savons ce qui se passe souvent. Quand on convoque un dialogue, la plupart du temps, ça débouche toujours et souvent au partage des postes, au partage du gâteau. Vous ne voyez pas que c'est un piège que vous voulez tendre? Je crois qu'il y a des raisonnements à apporter par rapport à ça. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de partage du pouvoir, il faut qu'on voie derrière ça le salut du peuple, pour les besoins de la cause. À partir du moment où les remèdes, les médicaments apportent, n'est-ce pas, des soins appropriés, pourquoi ne pas y recourir? Deuxième élément du débat par rapport à ça. S'il s'agit du changement de la Constitution, il faut que nous soyons tous sérieux et que nous comprenions que ces changements-là va, n'est-ce pas, remettre, n'est-ce pas, la pendule à zéro. Et donc, à partir du moment où vous changez la Constitution par voie de référendum, automatiquement, il y a un vide juridique. C'est une nouvelle république qui commence. Bien évidemment. Très bien. La Constitution de 2006 a été rédigée avec la tempe de l'arme sur la tête de ceux qui rédigeaient cette Constitution. C'est ça? Bien évidemment, vous êtes au niveau où le pays a été divisé en 4 parties, si vous voulez. Et la tendance déjà était laquelle? La tendance était que chaque groupe armé ou force négative puisse créer son petit État et formaliser un État à part. Et qu'est-ce que le président honoraire avait comme choix? C'était le seul choix d'accepter tout ce qu'on a discuté au niveau de Sun City. Et la Sun City a débouché à un accord selon lequel on va faire une transition de 3 ans. On a du mal à prendre en charge les conseillers communaux. Et c'est la Constitution qui bloque tout ça? Mais oui, on n'a pas d'argent parce que d'un côté, on nous soumet à une démocratie, à une décentralisation. De l'autre côté, on nous met, n'est-ce pas, l'accord de coup avec des guerres qu'on nous montre ça et là. Et donc, lorsque vous... Faut-il réviser ou changer carrément la Constitution du 18 février 2006? Cette question fait également l'objet de ces magazines, questions d'actualité, et nous avons invité pour vous, pour en parler, Monsieur Augustin Bissimois. Il est secrétaire général du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Il est juriste de formation. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Oscar. Salut à tous les téléspectateurs de la grande chaîne, la RTNC. Voilà, vous êtes sur ce plateau de la RTNC. C'est une question qui divise la classe politique congolaise. Il y a ceux-là qui sont pour la révision. Il y a même ceux-là qui pensent qu'il faut changer carrément cette constitution parce qu'elle bloque le développement de la République démocratique du Congo. Vous partagez cet avis? Bien, évidemment, en tant qu'acteur politique, secrétaire d'un grand parti politique et qui a la vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, le parti cher au docteur Justin Mudekereza, qui a été candidat président de la République aux élections passées. Oui, il était candidat malheureux, justement. Nous l'avons reçu au studio Maman Ngebi, parole au candidat, parce que tous les candidats présidents de la République en son temps s'étaient exprimés, et lui, nous l'avons aussi reçu. Mais ça n'a pas été fameux. Tout à fait. À l'élection du 20 décembre 2023. Tout à fait. Il a fait vraiment des voix importantes. Malgré ce qui s'est passé, les élections, en tout cas, avaient connu un peu de pépin. Mais bon. On ne va pas y revenir. Nous parlons de la Constitution. Donc, lui, dans sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, depuis très longtemps, il croit sincèrement qu'il importe que nous puissions procéder à de grandes réformes institutionnelles. Et donc, il estime, comme le MDVC, notre parti, que nous avons un pays qui a, n'est-ce pas, des institutions qui coûtent énormément cher, qu'elles ne ramènent au pays. Et donc, nous avons estimé au niveau du MDVC qu'en ayant un budget, n'est-ce pas, modique comme le nôtre, il est difficile que nous puissions nous en sortir sur le plan du développement. Tenez, cher Oscar, lorsque vous analysez par exemple le pays comme la France, qui a une superficie de 551 695 km². Vous allez en Belgique qui a 30 689 contre nous. Dans la RDC, c'est 80 fois la Belgique, c'est ça? Vous vous rendez compte? Et nous, c'est 4 fois la France. Mais si le plan du budget national, la France a un budget de 371 milliards d'euros. Vous allez en Belgique, 279 milliards d'euros. Mais ce sont ces pays-là, européens,
qui nous ont dicté un modèle institutionnel. Mais il ne faut pas comparer ce qui ne peut pas être comparé. On doit comparer les choses qui ont la même nature. Est-ce que je peux atterrir? Allez-y. Et donc, nous sommes en face d'un modèle institutionnel qui ne nous permettra jamais le développement de notre pays. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas un budget conséquent et que vous orientez plus de la moitié de votre budget dans le fonctionnement des institutions, et donc vous êtes en train de sacrifier l'investissement. Or, si vous n'investissez pas, automatiquement, l'économie nationale va sombrer. Qu'est-ce qui va se passer? La défense nationale va sombrer. Et donc, quand vous allez au niveau de la France, le budget de la défense de la France, c'est autour de 50 milliards d'euros. Lorsque vous allez en Belgique, budget uniquement pour la défense, c'est autour de 40 milliards. Mais nous, là, nous avons un budget de 18 milliards difficilement mobilisable. Échelonné sur 5 ans. Et c'est sur 5 ans. Non, mais c'est un budget annuel, au fait, de 18 milliards. Alors, avec ces budgets-là, lorsque vous essayez un peu de comprendre qu'est-ce qu'il faut allouer à la défense, or, avec ce que nous avons comme démographie, nous avons plus de 100 millions d'habitants. Et ça, c'est des chiffres donnés à l'issue du recensement qui a été tenu, n'est-ce pas, en 81. Mais maintenant, la France a autour de 68 millions d'habitants. La Belgique en a 11 millions. Mais nous, déjà, avec 100 millions, nous avons un budget de moins de 20 milliards de dollars. Et on n'arrive pas à comprendre qu'avec cette dimension continentale que nous avons et des problèmes énormes qu'on a, nous allons demeurer un pays potentiellement riche. Et donc, depuis les années 60, date d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, on nous parle d'un pays potentiellement riche. Eh bien, quand est-ce que ce pays sera finalement un pays riche? Ça sera difficile à partir du moment où on nous a donné un modèle institutionnel calqué, n'est-ce pas, au modèle européen. Et donc, quand vous avez un parlement bicaméral avec 2 chambres, vous analysez le rôle du parlement, je ne minimise pas, mais je me dis, c'est que le parlement rend au pays comme fonction. En tout cas, on ne peut pas égaler ce qu'il rend comme charge ou comme fonction à ce qu'il touche ou à ce qu'il gagne. Si je comprends très bien, excusez-moi de vous interrompre, M. Augustin Bissimon, si je vous comprends très bien, votre démarche, ou la démarche de votre parti politique, le MDVC, c'est de supprimer certaines institutions qui sont budgétivores, et cela doit passer par la révision constitutionnelle. Bien évidemment, c'est comme ça que, avec les 5 piliers, n'est-ce pas, de la vision de refonder l'État et de bâtir un Congo pour tous, nous avons le premier pilier appelé réforme des politiques publiques de l'État. Et dans ces réformes-là, nous y avons les réformes institutionnelles qui obligent évidemment le passage à des réformes constitutionnelles. Et ça, c'est depuis 2019 que le parti prend cette vision-là. Et le président de notre parti, lorsqu'il a été candidat aux élections passées, à la présidentielle, il est revenu sur ça. Il dit que si nous avons le pouvoir, nous devons... Bien évidemment, le prix leadership Nelson Mandela. Et donc, il estime que si nous avons le pouvoir, nous devons proposer au peuple congolais que nous puissions procéder à de grandes réformes institutionnelles. Tenez, cher Oscar, au-delà de ce parlement bicaméral, vous avez un exécutif, n'est-ce pas, bipolaire, un exécutif, n'est-ce pas, dirigé par des institutions, si je peux le dire ainsi. Non, l'exécutif est dirigé par... il n'est pas bipolaire. Nous avons une première ministre qui est chef du gouvernement. Quand vous parlez bipolaire, ça veut dire quoi? Non, il faut comprendre que l'exécutif, en même temps, vous avez le président de la République et le premier ministre. Ce sont les deux là qui co-gèrent, au fait, l'exécutif. Et déjà, il y a un problème au niveau du mécanisme. Non seulement que c'est coûteux inutilement, parce que le président public, c'est lui qui a été élu par tout le peuple congolais, et donc il est le seul, n'est-ce pas, qui a battu campagne avec une grande circonscription. C'est lui qui a vendu un projet, n'est-ce pas, de campagne, un programme, sur base duquel il a été élu. Mais décidément, celui qui a été élu, qui a signé un pacte ou un contrat social avec le peuple, n'est pas répondant devant le Parlement. De quoi on parle? Et donc, on a violé, n'est-ce pas? Et d'où il faut réviser certains articles de la Constitution. En effet, pour nous, nous ne comprenons pas. Avec un pays qui doit se rechercher, comment on peut avoir un exécutif bipolaire comme ça? Parce que, qu'est-ce que nous perdons
si nous supprimons, n'est-ce pas, la primature. Parce que si vous analysez au niveau, n'est-ce pas, des fonctionnements, des consommations, je ne voudrais pas choquer les gens ici avec les chiffres. Nous avons des chiffres qui énervent. Ne fût-ce que le mois, cette primature vous coûte énormément, beaucoup d'argent, face à un pays qui n'a pas de route. Vous vous rendez compte? Ça reste à vérifier, hein? C'est ça le danger, Oscar. Parce là, que, je vous concède cela, mais ça reste à vérifier. Et c'est ça le danger parce que nous n'avons pas assez de journalistes d'investigation. Et beaucoup qui connaissent les informations par rapport à ça, ils ne veulent pas les livrer. Et c'est ça le danger de notre pays. Parce qu'en fait, nous estimons qu'on nous a piégés. On a piégé notre pays. Nous allons passer beaucoup d'années en train d'être appelé un pays potentiellement riche, avec ce que nous avons comme potentialité, qu'on ne sait pas transformer en richesse réelle. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas. Cher Oscar, 80 millions d'hectares de terres arables. Mais nous devons importer tout ce que vous voulez en termes de consommation alimentaire. Mais de qui on se moque? Mais attendez, est-ce que c'est la Constitution qui bloque que nous puissions cultiver, que nous puissions exploiter ces terres arabes? Non, mais est-ce que vous savez que le président public s'adresse à la nation une fois l'an? Et devant les deux chambres réunies en congrès. Et vous avez aujourd'hui 26 provinces et que chaque province doit avoir 10 ministres provinciaux chacune. Et chaque ministre provincial a son cabinet. Il y a des frais d'installation, il y a des indemnités, tout ce que vous voulez, des sorties, des frais d'émission. Des frais d'installation qui sont prévus. Vous vous rendez compte? Et donc, on estime que tout ça, en réalité, ça ne nous amène pas au développement. Lorsqu'on vous dit que le Sénat est là pour la seconde lecture de la loi, vous vous posez des questions avec tout ce que le Sénat vous coûte énormément comme fonds. Et face à un pays qui n'a pas de route, on ne sait pas communiquer par voie routière entre les provinces, entre elles-mêmes. On a un problème parce que... si je vous comprends bien, donc vous voulez qu'on puisse supprimer aussi les Sénats. Vous avez parlé de la primature, donc on puisse supprimer les Sénats. Il est budgétivore. Bien évidemment. On puisse supprimer aussi l'Assemblée, budgétivore. Mais il y aura alors une concentration du pouvoir au niveau par exemple, du président de la République. Vous savez, lorsqu'on nous amène un modèle, on nous parle de la démocratie. Bien, nous l'avons expérimenté 18 ans durant. Lorsque nous analysons maintenant ce modèle, nous nous posons des questions, où est-ce que nous allons? Parce que vous avez du mal à tourner ce pays par voie routière. Vous avez du mal à communiquer d'une province à une autre par voie routière parce que tout simplement les institutions sont en train de consommer énormément d'argent. Et ces institutions-là, en réalité, sur le plan du développement, pour nous, en tout cas, on ne peut pas marcher au même titre que la France, que la Belgique, des pays qui ont déjà des budgets colossaux. C'est ça la réflexion que nous amenons au niveau, n'est-ce pas, du débat. Et nous estimons au niveau du MDVC, avec le docteur Justin Modekereza, que sincèrement, nous devons arriver à parler au peuple, que le peuple comprenne que nous sommes pris en otage par un modèle institutionnel qui a été constitutionnalisé. Donc, pris en otage par la Constitution de 2006. Bien évidemment, en fait, vous allez comprendre que nous avons une constitution des belligérants. Eh bien, est-ce que vous comprenez, cher Oscar, qu'un voleur, un criminel entre chez vous, et qu'il vous tende son arme, et qu'il vous soumette à rédiger un testament sur base duquel vous allez désormais diriger votre famille? C'est ce que nous avons connu. Je vous comprends bien, excusez-moi, Augustin Bissimois, si je vous comprends bien, la Constitution de 2006 a été rédigée avec la tempe de l'arme sur la tête de ceux-là qui rédigeaient cette Constitution, c'est ça? Bien évidemment, vous êtes au niveau où le pays a été divisé en 4 parties, si vous voulez. Et la tendance déjà était laquelle? La tendance était que chaque groupe armé ou force négative puisse créer son petit État et formaliser un État à part. Et qu'est-ce que le président honoraire avait comme choix? C'était le seul choix d'accepter tout ce qu'on a discuté au niveau de Sun City. Et la Sun City a débouché à un accord selon lequel on va faire une transition de 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, on va élaborer une constitution. Qui a élaboré? Qui a voté d'abord? C'est le Parlement de transition dans lequel vous trouvez les députés du RCD. Or, le RCD a ses parrains. Vous avez les députés du MLC. Or, les MLC avaient ses parrains. Vous voulez parler de l'Ouganda et du Rwanda? Bien évidemment. Et tous ces deux-là n'étaient que des chiens de chasse parce qu'ils ont d'autres maîtres à penser. Et donc c'est comme ça que nous estimons qu'on nous a communiqué, on nous a conduit, n'est-ce pas, dans des erreurs. Aujourd'hui, vous avez des assemblées communales, des conseils communaux. On a du mal à prendre en charge les conseillers communaux. Et c'est la Constitution qui bloque tout ça? Mais oui, on n'a pas d'argent parce que d'un côté, on nous soumet à
à une démocratie, à une décentralisation. De l'autre côté, on nous met, n'est-ce pas, l'accord de coup avec des guerres qu'on nous montre ça et là. Et donc, lorsque vous avez parlons un peu calmement, c'est une question cruciale, une question vitale pour la République démocratique du Congo. Nous venons fraîchement d'un cycle électoral. Le chef de l'État a été investi le 20 janvier 2024. Quelques mois après, il a lancé une réflexion au mois d'octobre à partir de Kisangani. Il a lancé une réflexion sur la révision ou le changement de la Constitution. Et il a dit qu'une commission sera mise sur pied pour étudier les voies et moyens. Mais en définitive, c'est la population qui va décider. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Le problème de la RDC, est-ce que c'est un problème de constitution ou de gouvernance? Bon, d'abord, je pense que c'est un problème à prendre, n'est-ce pas, à deux niveaux. Au niveau de la gouvernance, et là, ça implique le problème d'eau, et au niveau des textes, en réalité. Parce que si nous avons une gouvernance, n'est-ce pas, assise sur ce qu'on appelle l'orthodoxie, mais malheureusement, face à cela, vous avez également un modèle institutionnel, n'est-ce pas, oligarchique. Oligarchique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un modèle qui vous coûte énormément cher, où vous faites en sorte que seule la politique paye mieux, et d'autres secteurs traînent. Et ça fait que l'éducation ne va pas marcher. Or, un pays qui n'investit pas dans ce qu'on appelle la formation du capital humain, ce pays doit s'attendre à ce qu'il soit un pays, n'est-ce pas, de consommation. Alors que nous sommes un pays à vocation de production. Et donc, si nous ne pouvons pas investir, nous n'allons pas non plus produire. Si nous n'allons pas produire, nous n'allons pas non plus faire face, n'est-ce pas, aux enjeux économiques, aux enjeux mondiaux. Et c'est comme ça que nous estimons qu'on va rester un pays, n'est-ce pas, de consommation et marché de consommation où les autres viennent déverser leurs produits chez nous parce que nous n'arrivons pas à exploiter ou à transformer ce que nous avons parce que tous les fonds sont orientés vers le fonctionnement des institutions. Et ça, nous pensons qu'il importe que les Congolais réfléchissent. Sinon, on ne va pas, même si on changeait le président de la République, même si on en mettait quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'avec ces modèles institutionnels, il y a un problème. Ce qui fait qu'en réalité, non seulement qu'il y a un problème de gouvernance, un problème d'hommes, mais aussi et surtout, il y a ces problèmes au niveau des textes. Et nous devons arriver, n'est-ce pas, à comprendre que lorsque nous allons avoir des journalistes qui mènent des investigations, qui nous amènent les chiffres, parce qu'on a peur d'aborder les chiffres. Or, sans les chiffres, on ne peut pas développer l'économie de notre pays. On ne peut pas investir dans les infrastructures aéroportuaires ou routières et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est comme ça que nous pensons que ce débat, il est très important pour nous. Et lorsque le chef de l'État a estimé qu'il faut lancer ce débat, le MDVC, avec son président national, on a estimé qu'il est important en réalité de réitérer notre position et de dire ça y est, comme voilà, il y a... Justin Bissimois, je comprends, vous êtes dans un parti politique de l'opposition. L'opposition, vous appelez ça comment? C'est une opposition républicaine extra-parlementaire. Une opposition républicaine, mais à vous entendre parler, vous avez épousé, votre parti a épousé la vision du chef de l'État, celle de la révision ou même du changement de la Constitution. Moi, je voudrais savoir, derrière cette prise de position, parce que les opposants, ceux-là qui sont de votre acabit, ils refusent catégoriquement tout changement de Constitution, parce qu'ils estiment que derrière ça, il y a l'idée de se pérenniser au pouvoir. Et vous, vous avez épousé l'idée du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, de prime abord, il y a lieu de corriger quelque chose. Nous n'avons pas épousé l'idée du chef de l'État. Et ce qui n'est pas mauvais, parce que vous êtes dans l'opposition républicaine. Tout à fait. Nous avons réitéré notre position. C'est français. Nous avons réitéré notre position parce que les partis créés... Mais qui rencontrent celle du président de la République. Bien évidemment, et nous disons ça y est. C'est parce qu'en fait, nous sommes le seul parti, au fait... Si je n'exagère pas, le seul parti de l'opposition qui fait des propositions à la présidence. Et donc, si au niveau de la présidence, on est sincère, on peut trouver au moins chaque année plus de 10 correspondances du MDVC. Et là-dedans, il y a, n'est-ce pas, des critiques positives et négatives. Et nous donnons des propositions. Et vous faites beaucoup de mémos tout le temps. Tout à fait. Et si aujourd'hui, le chef de l'État a compris que cette vision est salvatrice pour le pays, eh bien, nous avons réitéré, n'est-ce pas, cette position des changements de la Constitution. Deuxième élément du débat, l'opposition, une frange de l'opposition n'est pas d'accord
ni avec la révision, ni avec les changements, et nous, ça nous met très mal à l'aise. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut interdire la révision constitutionnelle qui, de surcroît, est elle-même constitutionnelle. Et là, le docteur Justin Modekereza... Parce que la Constitution de 2006 parle des initiatives. Elle peut provenir du président de la République. Ouais. L'initiative de réviser la Constitution, ou même de la changer, n'est-ce pas? Elle peut provenir du Parlement, des deux chambres du Parlement. Elle peut provenir de la population, par une pétition de 100 000 personnes. Tout à fait. Elle peut provenir également du gouvernement de la République. Tout à fait. Et c'est comme ça que le docteur Justin, dans sa déclaration, il a réitéré sa position des changements de la Constitution, mais il a tout de même formulé des préalables. Et parmi ces préalables, il y en a 6. Et notamment, il demande à ce que le pouvoir clarifie est-ce qu'il veut la révision ou il veut les changements. Il est clair, il dit que si c'est la révision, personne ne peut interdire la révision, d'autant plus qu'elle est constitutionnelle en vertu, n'est-ce pas, de l'article 218 de la Constitution. Mais là, il demande à ce que cette révision respecte les prescrits de l'article 218, 219 et 220. Et là, il est clair par rapport à ça. Et il dit ceci, s'il s'agit du changement, en ce moment-là, le changement n'est pas constitutionnel. Mais pour autant... Si le changement n'est pas constitutionnel, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour autant que les changements... Parce qu'en réalité, là où on est civilisé, c'est ce que pense le MDVC avec son président, toute réforme constitutionnelle a derrière elle ce qu'on appelle le salut du peuple ou le salut de la nation. Et donc, si c'est le salut de la nation qui est derrière ce projet, eh bien, le peuple ne peut pas refuser ce qui est à son avantage. Il importe que le tenant du projet puisse, comme nous le faisons depuis très longtemps, expliquer clairement où est l'avantage du peuple dans ce que nous voulons faire. C'est ça le débat. Et donc, nous estimons qu'en cas de changement, le président public ne pouvait pas penser convoquer une commission. Même en cas de la révision, la commission, en tout cas, n'a pas raison d'être. Et quelle est l'alternative si le chef n'est pas appelé à convoquer la commission? Peut-être c'est un problème de terminologie. Hein? C'est au fait la troisième recommandation ou suggestion du docteur Justin avec son parti politique. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Et il conseille qu'en cas du changement, que l'on puisse convoquer un dialogue national qui permet à ce que les forces vives de la nation discutent sur cette question, d'autant plus que ça constitue ce qu'on appelle un pacte républicain, en même temps un compromis politique. Mais parce que ce n'est pas une affaire d'un parti politique. Augustin Bissima, quand vous parlez du dialogue national, nous connaissons, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie dans ce pays. Nous savons ce qui se passe souvent. Quand on convoque un dialogue, la plupart du temps, ça débouche toujours et souvent au partage des postes, au partage du gâteau. Vous ne voyez pas que c'est un piège que vous voulez tendre? Je crois qu'il y a des raisonnements à apporter par rapport à ça. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de partage de pouvoir, il faut qu'on voie derrière ça le salut du peuple pour les besoins de la cause. À partir du moment où les remèdes, les médicaments apportent, n'est-ce pas, des soins appropriés, pourquoi ne pas y recourir? Deuxième élément du débat par rapport à ça. S'il s'agit du changement de la Constitution, il faut que nous soyons tous sérieux et que nous comprenions que ces changements-là vont, n'est-ce pas, remettre, n'est-ce pas, la pendule à zéro. Et donc, à partir du moment où vous changez la Constitution par voie de référendum, automatiquement, il y a un vide juridique. C'est une nouvelle république qui commence. Bien évidemment. Et donc, vous ne pouvez pas demander à ce qu'on change la Constitution et qu'une fois elle est changée, que les institutions actuelles continuent, n'est-ce pas, à fonctionner sur base d'une Constitution déjà changée. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. En d'autres mots, si l'on change, on doit aller encore à de nouvelles élections. Bien évidemment. Si on change des concertations pour trouver peut-être un modus operandi et comment gérer le pays. C'est comme ça que le docteur Justin, qui a suivi les débats avec le MDVC et son bureau politique, on a réfléchi. Dans l'hypothèse de la convocation de la commission d'experts, ces experts-là vont-ils représenter la nation pour discuter sur des questions éminemment, n'est-ce pas, républicaines? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la question de la Constitution étant une question, n'est-ce pas, nationale, étant un compromis politique d'abord, comment on va discuter en dehors des forces vives de la nation, parce qu'elles sont les seules capables de lever une option sur le changement ou la révision.
Et si on dit que le peuple va lever l'option, en ce moment-là, je conseille ceux qui pensent que c'est le peuple qui va décider sur les changements. Est-ce qu'on va lui poser la question? Si oui, c'est un référendum. Et s'il y aura un référendum qui pose la question au peuple sur oui ou non on peut changer la constitution, ça va nous coûter 1 milliard de dollars. Et après avoir changé, il faudra encore soumettre la constitution déjà changée encore une fois au référendum pour adoption par le peuple. Deuxième référendum, et ça va nous coûter énormément cher pendant que nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas l'argent qui manque pour la République. Augustin Bissimo, nous allons revenir à vous. Juste le temps pour nous de prendre un extrait de l'adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui revient, vous le savez, d'une mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. Il a été tour à tour à Kipushi, la ville minière de Kipushi. Il a été à Lubumbashi. Après, il s'est rendu à Kalemie, dans le chef-lieu de la province de Tanganyika, avant bien sûr de faire mouvement vers Isiro, où il est allé célébrer les 60 ans de martyr de la bienheureuse Anouari Tenengapeta. Nous allons revenir donc sur un extrait d'une de ses adresses au cours desquelles il a annoncé, si on doit prendre celle de Kisangani, il a annoncé cette réflexion, il a lancé cette réflexion sur la révision ou le changement de la Constitution du 18 février 2006, et il a même terminé en disant que c'est le peuple qui va décider. Nous allons suivre, puis on revient après. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Vous avez suivi le président de la République. Il a lancé la réflexion. Le pays doit se développer. Cette constitution constitue un obstacle, un frein au développement de la République démocratique du Congo. Il dit que c'est le peuple qui va décider et une commission sera mise sur pied. Et vous parlez du dialogue et vous battez en brèche la commission qui devra travailler sur cette question. La République démocratique du Congo ne manque pas d'argent. Si on doit soumettre cette question au référendum, Augustin. Bon, d'entrée des jeux, je voudrais d'abord féliciter les chefs de l'État pour avoir cette fois-ci pensé faire les itinérances au niveau de la RDC, au niveau de l'intérieur de notre pays. C'est une très bonne chose parce que ça faisait longtemps que nous, on attendait cela. Et comme il a vraiment commencé ses périples, pour nous, nous pensons que cette fois-ci, nous avons, et le chef de l'État va palper du doigt les grands problèmes au niveau de l'intérieur. Vous vous rappelez, lors de sa campagne, au niveau du quoi de Bouta ou Sidou-Bangui, quelque chose comme ça, un citoyen lui dit, mais depuis que vous êtes là, on n'a jamais construit une toilette ici. Le chef de l'État était surpris. Parce que pour lui, les moyens sont décaissés pour ça. Mais c'était trop dire hein, pour dire qu'il n'y a pas d'ouvrages de grande envergure qui sont réalisés. Et là, nous avons aimé qu'un citoyen s'est exprimé parce que le chef de l'État était surpris. Sa surprise était fondée par le fait que lui étant garant de la nation, qui conduit le conseil des ministres tous les temps, là où on vote les projets, là où on les adopte, il a compris que les projets ont été financés de ce côté-là.
Mais décidément, sur le terrain, rien n'a été fait et ça l'a énervé. C'est comme ça que nous pensons qu'en lançant, n'est-ce pas, cette vague de visiter l'intérieur de notre pays, il va comprendre en réalité qu'il y a un problème d'homme et que ses collaborateurs ne sont pas en train de l'aider et d'aider notre pays. À tout moment qu'on débloque de l'argent, il y a détournement et là, il s'est rendu compte sincèrement que c'est du gâchis. Et donc, deuxième niveau du débat, lorsqu'il dit que le peuple va décider, bon, je suis d'accord avec lui, mais nous nous posons maintenant la question sur le mécanisme. Comment le peuple va décider sur les choix entre les changements et la révision? Comment est-ce qu'on va poser la question au peuple? C'est le travail justement de la commission, le travail de la commission qui va commencer son travail de 2025, début 2025. Et c'est comme ça qu'il est important de clarifier la chose. Parce que ça énerve beaucoup de citoyens à partir du moment où il n'y a pas une bonne communication qui s'ensuit. Mais sincèrement, l'idée est géniale. Nous, au niveau du MDVC, nous disons, pour autant que le parti ait été créé sur le fond de cette vision, eh bien, nous réitérons cette position des changements de la Constitution. Mais comment ça se passe? Comment est-ce que le président public va prendre une ordonnance pour demander à la commission de réfléchir sur les changements de la Constitution, alors que l'article 74 lui a demandé de protéger la Constitution. C'est là il a prêté serment. Du bon fonctionnement des institutions, les garants de la nation. Il a prêté serment de veiller au respect de la Constitution et de la faire respecter. Et donc, la seule ordonnance qu'il peut prendre qui est valide, c'est de convoquer un dialogue demandant aux forces de la nation de discuter sur les problèmes de réforme favorisant le développement. En ce moment-là, au sein du dialogue représentatif des couches nationales, on peut décider sur les changements de la Constitution et ça ne sera pas un problème chef d'État, ce sera un problème des citoyens. Augustin Bissima, vous êtes secrétaire général du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Moi, je voudrais savoir si il est arrivé aujourd'hui, parce que vous avez des bonnes idées pour la bonne marche du pays, que le président de la République vous tendait la main pour faire partie de cette commission ou de cette équipe qui va statuer sur la révision des changements. Est-ce que votre parti, un parti de l'opposition républicaine, est-ce que vous êtes prêt à accepter cette main tendue? Bon, au fait, je ne suis pas celui qui décide à la place du parti parce que tout en étant secrétaire général, il y a quand même tout un bureau politique qui décide sur ces questions. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question d'emblée, mais tout ce que je sais est que le parti a été créé pas pour la complaisance, c'est pour aider le pays. C'est pour amener les idées à ce que ces idées servent à la République. C'est tout ce que je sais. Et le docteur Justin, après les élections de 2023, il a tenu un point de presse où il a demandé à ce que l'on ne brûle pas le pays parce que les élections étaient mal passées. Mais ça n'avait pas été bien accueilli dans les milieux de l'opposition. On vous a même soupçonné d'être de mèche ou proche du pouvoir. Bah oui, mais c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est quoi? Parce que, comme nous l'avons dit, il y a un problème d'hommes, autant il y en a au niveau, n'est-ce pas, du pouvoir, autant il y en a chez nous à l'opposition. Est-ce que vous comprenez sincèrement que les opposants qui avaient battu campagne sur fond du changement ou révision de la Constitution refusent aujourd'hui? Regardez ce que nous pensons, cher Oscar. Le PPRD, à l'époque, voulait changer la Constitution. Le peuple, parce que mal peut-être sensibilisé, avait barré la route à ce projet. Ce qui fait que le PPRD, qui avait été aussi, n'est-ce pas, au pouvoir, et qui était représenté, évidemment, il n'était pas encore créé, qui était à Sun City, a compris les pièges. Pendant la gouvernance, on peut comprendre certaines choses. Et il voulait changer. L'UDPS et bien d'autres s'étaient érigés en monument pour empêcher. Qu'est-ce que l'on peut noter? Si on est sincère, on peut comprendre que le PPRD a des idées, des réformes constitutionnelles qu'il garde. Mais pourquoi aujourd'hui il peut empêcher que les autres les fassent? Et donc nous sommes là... L'initiative du changement à l'époque émanait aussi du PPRD, comme vous l'avez dit. Parce que là, nous sommes au niveau où les gens ne se considèrent pas. On est au niveau où on considère beaucoup plus les individus plus que la nation. Et c'est comme ça que le docteur Justin... Les acteurs politiques se soupçonnent, quoi. Ils sont en train de soupçonner que peut-être Augustin Bissima, s'il veut changer, c'est parce qu'il a des idées derrière. Peut-être qu'il veut faire ça, il veut se pérenniser au pouvoir, ainsi de suite. Et c'est un grand danger pour notre pays parce que les questions éminemment nationales, on les ramène, n'est-ce pas, à un individu. Et c'est un danger majeur pour notre pays. C'est comme ça que nous estimons que, si vous suivez également la campagne du président Martin Fayoulou, que je respecte beaucoup,
il a prôné la révision. Il a dit qu'il a de grandes réformes à apporter au niveau de l'article 10 de la Constitution par rapport, n'est-ce pas, à la nationalité. Et donc, s'il avait ces projets, est-ce que nous voulons dire que les projets, un bon projet ne peut être ramené que l'un, mais pas l'autre? Au fait, on est en train de se Donc, il ne faut pas restreindre les débats à un individu, à une personne. C'est pas intéressant. C'est pour l'intérêt de la nation. C'est la 4e recommandation du Dr Justin. Il dit qu'on dépassionne les débats. Il conseille qu'on comprenne que c'est un débat national et non un débat d'individus. Il y en a qui disent non, mais est-ce que la Constitution qui bloque qu'on ne construise pas des routes, enfin, ou qui permettent qu'il y ait de détournement? Je leur concède, mais je me dis, il ne faut pas aussi qu'on nous ramène à ce débat parce qu'il n'y a pas que les problèmes de gouvernance, il y a aussi un problème de piège qu'on nous a tendu au niveau, n'est-ce pas, de la Constitution. On ne peut pas évoluer. Et là, j'ai même à main à bénir, si on n'arrive pas à changer cette Constitution, on ne va pas s'en sortir. On va bon changer les hommes à la tête du pays, ça ne marchera pas. Kabila a dirigé pendant 18 ans, il a tenté les changements parce qu'il a compris des pièges, on le lui a empêché. Et celui qui l'a empêché, c'est l'UDPS à l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir a compris que ça vaut la peine, on veut aussi le lui empêcher. Et ceux qui voulaient changer hier ne veulent plus qu'on change, seulement parce qu'on ne veut pas dépasser le débat. Et nous, MDVC, nous sommes mal à l'aise, nous demandons à ce que l'on ne puisse pas dérouter le peuple, qu'on réfléchisse nation, au lieu de penser réfléchir nation, mais vous pensez qu'il faut un dialogue. Et le dialogue est justifié par les textes qui régissent les pays, c'est ça? Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas interdire, n'est-ce pas, à un pays de discuter sur des grandes questions. Aujourd'hui, nous sommes agressés. C'est d'ailleurs la 3e recommandation du Dr Justin. Il dit que si on va attaquer le fond de ces débats, on doit se rassurer qu'on a déjà le contrôle total de notre pays parce qu'on ne perd pas de vie. Que la partie occupée déjà par les agresseurs, c'est une partie déjà presque égale, n'est-ce pas, à certains pays comme le Gabon. Et donc c'est un danger si on ne fait pas attention. C'est comme ça que le Dr conseille qu'on discute, qu'on réfléchisse. On ne peut pas aussi interdire aux gens de discuter parce que comment dirais-je, le droit de la réflexion est garanti au niveau de la Constitution. C'est que si le peuple se met ensemble... Je comprends bien, Augustin Bissimois, votre parti, le MDVC, a rejoint d'une certaine manière la vision du chef de l'État. Tout à fait, il a réitéré sa position, oui, de changer la Constitution. De changer la Constitution. Est-ce que vous êtes prêt, parce que vous avez dit que à l'époque de Kabila, peut-être c'est la sensibilisation qui avait manqué, parce que la même idée, la même vision revient encore aujourd'hui, de changer ou de réviser la Constitution. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner, pour l'intérêt de la nation, le président de la République qui a émis justement cette réflexion dans les cas de la sensibilisation de la population, vous qui êtes un parti de l'opposition? Bon, au fait, le problème c'est quoi? Nous, au nom de la nation, nous sommes là. Vous connaissez depuis quand je suis ici. Et j'y suis pour l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, pour autant que ça apporte un salut de la nation, nous ne manquerons pas d'apporter un plus tant que les agresseurs ne nous auront pas tués, comme c'était, n'est-ce pas, leur désir lorsqu'ils ont envahi l'Est. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que l'Est était debout. Et donc, nous pensons qu'il importe aujourd'hui de comprendre que nous n'avons pas de nation. Nous n'avons que la RDC comme nation et nous devons la défendre à tout prix et nous devons réfléchir pour qu'on ne soit pas risé de tout le monde. Au lieu de devenir un pays, n'est-ce pas, à vocation de production, nous sommes tout simplement un pays de consommation. Les autres produisent, ils nous achalandent, ils nous amènent ce qu'ils produisent parce que nous, on nous empêche de produire. Je répète, avec un budget de 18 milliards, on ne peut pas arriver à sécuriser tout ce que nous avons comme potentialité. On ne peut pas les exploiter pour les rendre en richesse réelle. C'est difficile. Seulement parce qu'on veut à tout prix faire plaisir, n'est-ce pas, aux gens qui nous voient avoir des institutions semblables, n'est-ce pas, aux leurs. Non, nous ne venons pas faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes RDC, nous sommes Congolais. C'est nous qui connaissons nos problèmes et c'est nous qui connaissons les solutions qu'il faut y apporter. Voilà, Augustin Bissimois, nous sommes en train de terminer cette émission dans ces bons décors. Le Congo d'abord, vous êtes nationaliste pour l'intérêt de la nation, supérieur de la nation, il n'y a même pas opposition ou majorité, si c'est les pays qui gagnent. Est-ce que vous avez un message à passer pour tous ces milliers de Congolais qui vous suivent à travers le pays et le monde? Oh, très chers compatriotes, nous pensons que en ce moment où le président a lancé un débat,
un débat d'idées, un débat républicain. Nous devons tous nous dépasser, comme l'a conseillé le président du MDVC, le docteur Justin Mudekereza. Nous devons dépassionner le débat et ne pas penser individu, discutons nation. Pendant que nous discutons individu, eh bien, notre pays est en train d'être émietté. Et nous devons comprendre que si nous ne sommes pas unis, dans une cohésion forte et intelligente, en tout cas, nous serons toujours la risée de tous. Très chers compatriotes, avec 18 milliards, nous n'allons pas réussir à développer notre pays si nous sommes en train de consacrer plus de la moitié de ce budget au fonctionnement des institutions. Sinon, nous risquons de faire en sorte que la politique soit le seul secteur qui paye et que l'agriculture et que les infrastructures, l'éducation, la santé soient, n'est-ce pas, les cadets des soucis. Le MDVC et tous les autres qui comprennent que c'est le moment de décréter, de travailler pour l'indépendance totale de notre pays, qu'ils viennent se ranger derrière le MDVC. Je salue en passant, n'est-ce pas, l'ancien premier ministre Mouzito, qui aussi continue à travailler dur. Ils sont en train de discuter avec le docteur Justin pour voir dans quelle mesure on peut se battre. Tout à fait. On peut se battre pour arriver, n'est-ce pas, à faire comprendre qu'on a été piégé et que nous devons nous libérer. Merci Augustin Bissimo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Parti qui a comme président Justin Mudekereza, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2023. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci du temps que vous avez daigné nous accorder et de votre contribution dans ces débats politiques qui divisent la classe politique en même temps. Ouais. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Bonne suite de programme sur vos télévisions. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.